Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc on va vous faire un retour d'expérience d'autogestion par l'exemple de la crèmerie, qui est une petite épicerie. On y reviendra tout à l'heure. Je voulais juste vous raconter l'anecdote en fait, pour commencer. C'est que Laurent m'a contacté il y a quelques mois maintenant pour me proposer l'idée de ce talk. Et en fait, ça paraissait tellement évident de parler de la crèmerie ici à l'Agile Tour, parce que c'est vraiment l'expérience, moi, d'agilité la plus marquante, en tout cas la plus agile que j'ai rencontrée. Pourtant, je travaille dans la tech et je travaille avec des équipes agiles depuis quasiment 2010. J'ai participé à des meet-up agiles, j'ai même co-organisé l'Agile Tour en 2019 et j'avais jamais encore vécu vraiment une expérience d'agilité aussi forte. Donc voilà, je trouvais l'idée tellement évidente et même j'ai été un peu jalouse de ne pas avoir eu l'idée avant Laurent. Et ensuite, en travaillant sur le sujet, je lui ai demandé « Mais Laurent, comment tu as fait pour avoir cette idée ?» Parce qu'il fallait l'avoir quand même si elle était évidente. Alors pour moi, donc bonjour à toutes et à tous. L'idée, c'est effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est l'autogestion. On vit une expérience d'autogestion dans cette crèmerie qu'on va vous décrire. Mais le lien qui s'est fait dans ma tête à un moment donné, c'est de me dire, je vis une expérience d'autogestion très élaborée, à notre sens en tout cas, on va vous présenter ça. Et en même temps, on entend souvent parler d'autogestion, vraiment le lit, dans le Scrum Guide ou dans le Manifeste Agile, on parle souvent d'auto-organisation ou d'autogestion, où on nous dit que ce sont les équipes autogérées ou auto-organisées qui sont les plus performantes. Et en fait, le constat c'était de se dire, mais en fait, à qui ça parle vraiment l'autogestion? Et on s'était dit qu'en partageant ce retour d'expérience, peut-être que ça allait vous aider à mettre le doigt sur ce qu'est l'autogestion, ou sur ce que ça peut être en tout cas, et puis faire le lien avec notre quotidien d'entreprise et essayer de trouver des petites choses pour aller plus dans le sens de cette autogestion qu'on recherche et que nous, on vit en tout cas au sein de la crèmerie. Et du coup, juste avant de commencer, on voulait juste faire un petit rapide sondage parmi les personnes ici qui travaillent en Scrum. Ok, pas mal. Dans les personnes qui travaillent en Scrum, qui se dit ou vit une expérience d'auto-organisation dans son équipe? Ok. On voit quand même qu'il y a un peu moins de mains, donc ça sera super intéressant de voir ce qu'on va présenter aujourd'hui va pouvoir vous apporter, puis les autres de voir si c'est ce que vous vivez également dans vos entreprises. Donc on va commencer donc déjà par ce que c'est que la crèmerie. Donc la crèmerie, c'est une épicerie collaborative autogérée qui se situe à Clapiers, donc au nord de Montpellier. Nous on est là et l'épicerie est tout au nord. Et c'est hébergé à l'EHPAD du Romain à Clapiers. Donc c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est un point aussi super intéressant pour nous. Enfin, elle est aujourd'hui hébergée à l'EHPAD, ce qui nous permet aussi de construire des liens intergénérationnels et de faire vivre, faire sortir en fait ces personnes qui habitent dans l'EHPAD un peu de leur quotidien et leur faire rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Désolée, je suis un peu stressée. Mais ça va passer. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va nous présenter quand même. Donc, et aussi, contrairement peut-être à ce que certaines personnes ont compris, nous ne travaillons pas à la crèmerie. En fait, c'est une activité qui nous prend du temps, mais ce n'est pas notre métier. Donc moi, c'est Leïla, je suis Head of Product chez Huggle. Et Huggle, c'est une start-up qui travaille en fait à créer une plateforme pour les associations et entreprises du monde social et solidaire pour qu'ils aient moins de process et qu'ils se consacrent plus à ce qui compte, c'est-à-dire à la partie humaine. Voilà. Et donc pour moi, donc Laurent Dargent, je suis Engineering Manager chez Spirit. Pour ceux qui connaissent ce qui s'appelait Choose It il n'y a encore pas très longtemps, c'est une entreprise montpelliéraine qui est une agence digitale, en tout cas. Voilà, donc voilà pour résumer, pas plus que ça. Et puis, ouais, et juste ce que Laurent ne va forcément pas vous dire, je pense aujourd'hui, c'est que c'est Laurent qui a été à l'initiative de la création de la crèmerie en 2019. Voilà, Jordi. Cool. Non, mais c'est tout. Et Leïla, alors pour l'anecdote de Leïla, puisque l'épicerie, on va vous en parler un peu plus en détail, mais elle a été hébergée dans un garage pendant presque un an, et donc c'était le garage de Leïla, bien évidemment. Voilà. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, voilà, pour vous en parler. Et donc, rentrons dans le vif du sujet, c'est quoi la crèmerie? Aujourd'hui, c'est 150 foyers divers et variés, des jeunes parents, des retraités, des personnes seules.
qui, sur l'exercice précédent, donc, ont effectué 150 000 euros de volume d'achat. On verra à la fin pourquoi on parle de volume d'achat et non pas de chiffre d'affaires. Et tout le nécessaire pour s'occuper de ce lieu, pour le faire vivre, et pour que les personnes puissent faire leurs achats et effectuer. Tout cela sans aucune organisation préétablie. Et chaque personne est libre de sa participation, mais à tout moment. Il y a un dé ici, parce qu'en fait, demain, moi, je peux décider de me désengager complètement, Laurent aussi, les autres aussi, et peut-être que dans un mois, la crèmerie n'existera plus. Elle existe aujourd'hui, mais peut-être que ça n'existera plus. Et comme je disais, tout le nécessaire est rempli, et même plus que ça, parce que, là, Laurent, tu peux passer la slide d'après. Là, je vous mets un mail véridique, un mail qu'on a reçu il y a quelques semaines maintenant, de quelqu'un qui nous dit, qui envoie un mail à toute l'équipe de la crèmerie pour dire « Je suis allé au local, j'ai passé le ménage, j'ai nettoyé, j'ai laissé ce qu'il faut, etc. » Et pour la petite histoire, donc cette personne est une personne très active, elle est élue à la municipalité de Clapiers, et on peut s'interroger comment une personne qui est active, qui a plein de choses à faire dans son quotidien, trouve une heure dans son agenda pour aller faire une activité peut-être vous allez être d'accord avec moi, qui n'est pas la plus sympa, qu'on n'a pas spécialement envie de faire chez nous, enfin moi la première. Et si on arrive à répondre à cette question, est-ce qu'on peut trouver des parallèles avec ce qu'on fait au travail, et est-ce qu'on peut trouver aussi des motivations et des choses qui nous poussent à travailler mieux ensemble? Juste petite précision sur les 150 foyers qu'on évoque, c'est bien. En fait, il y a une fiche d'adhésion par foyer, donc ça représente une personne en fait. Enfin, une personne crée la fiche, mais il y a bien une famille derrière. Donc on parle en foyer, juste pour être précis. Et donc, comment on a créé cette épicerie? Alors, le modèle, on le connaissait, en fait, et vous avez peut-être déjà entendu parler des épiceries coopératives. À Montpellier, il y a l'épicerie La Cagette, je ne sais pas si vous connaissez, s'il y a des gens qui connaissent La Cagette, la main, voilà. Il y a la Louve à Paris, tout ça un peu a commencé par, en fait, le modèle d'une épicerie aux États-Unis. Il y a un documentaire qui s'appelle Food Cop, qui est très bien, qui raconte un peu comment ça existe, etc. Et c'est des gens qui avaient une idée commune, qui est de dire on va reprendre en main notre alimentation. Ça ne leur plaisait pas la manière dont c'est fait, pour diverses raisons, et qui ont décidé donc d'ouvrir une épicerie ou un supermarché, dans certains cas, comme pour La Cagette par exemple. Une épicerie qui était non lucrative, qui est ouverte uniquement à ses membres, donc on ne peut pas acheter si on n'est pas un membre adhérent, qui se prend une marge de 20%, qui peut être donc soit pour payer des salaires, soit pour subventionner des investissements. Ça peut paraître énorme, hein, mais 20% c'est rien. Les supermarchés des fois ont des toutes petites marges parce que c'est des produits d'appel, mais souvent ils marchent beaucoup plus que ça. Mais par contre, on va dire le pendant, c'est une participation minimale obligatoire. À La Cagette à Montpellier, par exemple, c'est 3 heures de service tous les mois où la personne s'engage à venir effectuer son service. Si le service n'est pas fait, on ne peut plus faire ses courses jusqu'à ce qu'on rattrape le service. Donc voilà, on avait le modèle, on était d'accord, et on a commencé à mettre l'épicerie en place. On était plusieurs à venir du monde de la tech, alors on ne se connaissait pas nécessairement, hein, on ne se connaissait d'ailleurs pas du tout, mais on était nombreux et nombreuses à venir du monde de la tech, et donc on s'est dit, on va appliquer ce qui fonctionne. On connaît tous l'agilité, on sait que ça marche, on veut prendre le meilleur de ce qui fonctionne dans notre vie professionnelle, donc on a voulu créer l'épicerie un peu en mode agile. Donc on a mis en place une réunion de lancement, on a créé des équipes agiles, on a mis en place des rituels, on a choisi des outils qui nous paraissaient être les plus efficaces, et c'était très important pour nous d'expérimenter et de faire des petites itérations en fait, de cette épicerie jusqu'à obtenir ce qu'on recherchait. Donc la réunion de lancement, ça c'est vraiment l'initiative de départ comme tout projet, classique, mais en tout cas c'était de fédérer un premier groupe autour de ce que vous a présenté Laïla. Donc une partage de vision, et puis surtout tout de suite c'était de se dire on veut une gouvernance ouverte, partagée, enfin c'est quelque chose de moderne, on veut que, voilà, on va pas tomber dans les travers qu'on connaît d'une association avec un président, un secrétaire et machin, et qui font tout, ou un petit groupe de personnes, voilà. Donc on veut quelque chose de très ouvert et c'est important pour nous. Donc on veut aussi des décisions qui soient collectives, parce que voilà, c'est un projet qu'on porte toutes et tous ensemble, donc on veut que ce soit collectif, que ce soit démocratique, et voilà. On s'appuie là-dessus, alors je passe très brièvement, mais on parle pour certains ça parlera peut-être, on parle d'holacratie ou de sociocratie, c'est des modèles de gouvernance qui tendent à être plus ouverts, voilà, en tout cas qui ont cette opportunité-là. Donc on s'appuie là-dessus pour mettre en place notre gouvernance. Et puis on l'applique tout de suite, par exemple, dans la sociocratie, il y a un premier truc qui est intéressant, c'est l'élection sans candidat.
pour casser les travers de dire, bah voilà, il y en a, ils ont un peu de prestance, ils sont contents et ils veulent se mettre en tant que président. On fait une élection sans candidat à l'AG et du coup, finalement, personne ne se présente, mais on va nommer les gens et puis s'ils veulent bien accepter le rôle, ils le prendront. Donc voilà, ça fait partie de la sociocratie, entre autres. On est parti sur ces petites choses-là. Après, tout de suite, les équipes agiles, on s'est dit, allez, quoi, il faut faire des équipes, des petits groupes autonomes qui vont prendre les sujets. Comme ça va être très efficace, ça va être très fluide. Donc des groupes par comité. Voilà, donc il y avait l'approvisionnement, l'informatique, la vie associative, enfin bon, vous pouvez en imaginer plein, mais il y en a plusieurs, la trésorerie. Et puis voilà, ces petits groupes doivent être autonomes, ça c'est hyper important, autogérés. Et puis quand même, après, il faut que ça communique. L'importance de la communication dans ce modèle, si on veut une gouvernance partagée, il faut que les choses soient accessibles et qu'on ait accès à l'information. Donc on s'était dit, bah, tiens, on va faire un espèce de truc où des personnes qui veulent se retrouvent un peu de manière centrale, mais ce n'est pas des personnes élues, c'est des personnes qui font partie des comités. On appelait ça l'intercomité. Et voilà. Donc ça fait partie comme ça. Alors après, des classiques aussi, comme des rituels, je ne vous apprends rien, mais les comités se mettent en place, il y a les gens qui s'intègrent dedans, les réunions se mettent en place, ça travaille, c'est parti, c'est chouette. On se fait un peu de rétrospective aussi pour s'améliorer, parce qu'en agilité, on sait très bien qu'on cherche à s'améliorer tout le temps, donc voilà. Et puis, bien sûr, des apéros, alors ça, c'est pas forcément lié à l'agilité, mais enfin, on aime tous ça, globalement. Et puis ici, ce qui compte aussi, voilà, parce qu'il y a ce besoin fort de partager la communication et les rendus de ce qui se fait, donc des comptes rendus. On se dit, bah voilà, ça va de sens, quand on fait des comités, il y a des comptes rendus, on les partage et tout, et c'est super, et c'est transparent. Et puis voilà, et puis tout de suite de l'expérimentation qu'on met en place. Vous voyez ce gentil smiley man qui porte un... Alors c'est pas un truc de... Comment ça s'appelle le jeu là? J'ai oublié là, le Trivial Pursuit, c'est pas Trivial Pursuit, c'est un morceau de comté. Voilà, en gros il s'est amusé, il s'est dit, bah tiens, allez, je vais aller me rapprocher d'une fruitière, je vais faire venir des tomes, etc. Enfin voilà, je vais couper ça, on va faire... Donc en gros, on a découvert le métier, puisque personne ne connaissait ce métier, hein, les factures, les TVA, les machins, enfin la TVA quand même, on connaît, mais tout ce jargon, on l'a découvert. Ça a fait des petites situations drôles, des fois au téléphone pour certains d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc des contacts fournisseurs, etc. Donc il y a toute cette mise en place par l'expérimentation qui arrive. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, l'expérimentation, elle est là, on y va, on a quand même des envies, mais il n'y a pas trop de lâcher prise. C'est-à-dire que ce gentil smiley avec son comté, là, il était content, mais en fait, il avait plein de gens qui lui disaient « Mais t'es sûr qu'au niveau hygiène, ça va le faire ? Ou t'es sûr que ça va se vendre ton truc, là ? Ou t'es sûr que c'est pas trop galère à importer ? Ou je sais pas quoi. » Donc vous voyez, on expérimente, mais il y a beaucoup... On est quand même dans le... Attention, quoi. Faut qu'on fasse gaffe, ouais. On va faire une épicerie et c'est hyper important. Les outils, bon, bah, nous on a l'habitude, forcément dans l'IT, mais tout le monde n'est pas dans l'IT, hein, qui nous rejoignent. Il y a beaucoup de gens de tous les âges, donc on met en place des Trello quand même pour avoir des tâches visibles. Enfin, je vous apprends rien. Des Discord pour communiquer. Et après, on a des petits outils. Gadget.net, c'était un outil de regroupement d'acheteurs, justement comme ça, qui permettent de faire des achats en ligne. Donc ça nous a bien servi pour faire des précommandes en ligne de ce qu'on approvisionnait. Et puis Framasoft, pour ceux qui connaissent, l'association libriste française, là, qui met des outils à disposition. Voilà, pour la visio, pour plein d'autres choses. Donc on était avec tout ça, on était bien, et puis nickel, ça roule, c'est parti, le projet est lancé. Avril 2021, vous voyez déjà alors, le fameux garage de Laila, si un jour vous le visitez, il a plus cette tête-là maintenant, puisque ça a changé, on n'est plus là. Mais ça paraît sommaire, ça l'est, mais quand même l'épicerie est ouverte. L'épicerie est ouverte, des gens y viennent. On rappelle que quand même que c'est lié, les personnes qui intègrent le projet peuvent faire leurs courses, mais en tout cas, voilà. Et puis on vend déjà des produits, donc voilà, on monte en compétences, on monte en gamme, et tout ça. Oui, en fait, ça roulait pas du tout, malgré ce que Laurent était en train de raconter. Enfin, en tout cas, voilà, comme on disait au tout début, on était très contents de nous, on était fiers de nous, on a réussi à faire quelque chose. Et en fait, quand on réfléchissait, et puis quand on faisait nos rétros, en fait, il y a quelque chose qui allait pas. Donc on va expliquer pourquoi. Trop de réunions. Je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui. Je crois que tout le monde vit ça dans son quotidien, mais nous aussi à la crèmerie. Et on va vous raconter une petite anecdote. On a voulu choisir un fournisseur de pain. Donc le pain, c'est important. Tout le monde va acheter du pain dans son épicerie. On a trouvé des fournisseurs, quelques boulangeries. Je crois qu'il y avait 4-5 boulangeries qu'on a choisies, etc. Ok, maintenant, donc, le comité approvisionnement se réunit et doit décider quel pain on achète. Et on a fait plusieurs ateliers. Donc un atelier pour lister les critères de choix de la boulangerie,
un deuxième atelier pour décider et prioriser les critères entre eux, et puis les gens n'étaient pas d'accord, et puis on a fait multiples allers-retours, etc. Et puis on a pris une décision. Au bout de moult réunions, pour la petite histoire, c'était une mauvaise décision, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et pour que vous compreniez bien quand même pourquoi c'était prise de tête, ça, c'est les vrais critères qu'on a sortis au bout de plusieurs ateliers. C'est-à-dire le pain, est-ce qu'il est bio ou pas, est-ce qu'il est local ou pas, et la farine, et le boulanger, la boulangère, est-ce qu'elle respecte bien ses salariés, est-ce qu'elle a une vision sur l'avenir, est-ce qu'elle est éco-responsable. Enfin, on peut inventer plein de trucs, on en a inventé plein. Et au final, on n'arrive pas à nous décider. Et beaucoup de réunions, surtout quand c'est pas notre métier et qu'on travaille la journée et qu'il faut se voir le soir pour parler de ça, je vous laisse imaginer le temps que ça a pu prendre. Au niveau de la fameuse gouvernance ouverte, nous voilà donc dans une hiérarchie involontaire qui se met en place. Là, vous avez un schéma. Bon, je ne vous demande pas de le lire en détail, mais en tout cas, vous retrouvez les fameux cercles qu'on évoquait avec l'intercomité au milieu. Sur le papier, c'est beau, c'est collégial et c'est super. Alors, ça peut marcher avec beaucoup de travail, en tout cas, on ne dit pas que ça ne marche pas. Nous, dans notre cas, c'était compliqué. Et surtout, ce qui se présentait, c'est que même si c'est assez subtil, mais en fait, il y a des prises de pouvoir de manière informelle qui se mettaient en place. Typiquement, vous avez un comité approvisionnement, vous avez 5 personnes dedans qui vont se prendre la tête de 3 réunions pour choisir le pain. Ces 5 personnes auront décidé pour le reste du collectif. C'est qu'un exemple. Mais il y en a plein des exemples comme ça. Et en fait, de cette manière-là, vous avez des prises de pouvoir, en quelque sorte, qui s'installent, et votre gouvernance, qui est soi-disant ouverte, se retrouve à se fermer ou à se segmenter parce qu'il faut aller vite ou parce qu'on est fatigué et parce qu'il faut prendre la décision. Et voilà. Donc on se retrouve avec ça, une connaissance qui est difficilement finalement partagée parce que bah oui, on fait des comptes rendus, c'est super sur le papier, mais en fait, qui a envie de se faire des comptes rendus après 3 réunions, qui a envie de les lire, etc. Donc la source d'information, elle est là, mais en fait, les comptes rendus, c'est bien en théorie. Et puis les membres des comités qui décident pour les autres, ça j'en ai parlé. La difficulté à se coordonner, on l'a évoqué, c'est vrai en associatif, mais c'est aussi vrai en entreprise. Mais ça, c'est pas nous, mais enfin, c'est un exemple de sondage que vous pouvez connaître. Mais voilà, on est en associatif, il faut se retrouver entre les contraintes familiales, les contraintes de boulot, les contraintes de ci, les contraintes de ça. Pour que les personnes dans les comités se retrouvent au bon endroit, au bon moment, c'est compliqué. Donc par exemple, vous initiez un sujet à 5, c'est super, là, vous trouvez pas vous n'allez pas au bout de votre sujet, après vous êtes 2, c'est plus les mêmes, etc. Et ça crée de la dilution, quoi. Donc voilà pour ça. Après aussi, en fait, c'est ce que je commence à expliquer, mais la difficulté à prendre des décisions, mais même à les exécuter. On se rend compte que on définit dans ces réunions comme dans notre travail, en fait. On reproduit des schémas de travail. On fait des réunions. Quand on sait pourquoi on les fait, déjà, c'est bien. Et quand on les fait et qu'on sait pourquoi on les fait, qu'on produit des tâches à suivre, etc., si ces tâches sont exécutées, c'est encore mieux. Mais ça fait beaucoup de si, tout ça. Et en fait, cette dilution, cette difficulté à se retrouver, etc., font que des sujets, des fois, sont initiés. Vous en parlez 1 fois, 2 fois. Après, finalement, c'est une autre personne qui va prendre le sujet, qui va essayer de vous le porter, mais après, elle n'est plus dispo. Mais en fait, on diluait l'action complète. Enfin, l'action se retrouvait diluée face à de l'exécution, à cause de ces difficultés organisationnelles. Et aussi de la déresponsabilisation, parce qu'on se dit, finalement, j'étais saoulé, j'étais fatigué, c'était pas mon sujet initialement, c'est bon, quoi, je vais pas le faire. Donc l'initiative s'efface aussi, je tiens à le dire, face aussi à cette recherche de consensus. On était vraiment dans le consensus, et ce consensus-là, même s'il est bien, on ne crache pas dessus, là, en tout cas, il inhibait cette prise d'initiative. On a aussi un modèle économique qu'on avait calqué. Alors bon, il faut bien démarrer quelque part, et c'était le but. Mais il était calqué sur la cagette, par exemple, et sur les supermarchés coopératifs. Mais à aucun moment, on s'est dit, est-ce qu'on veut adapter notre modèle économique à notre contexte, qui est de 2 villages, pour le coup, à notre groupe, aux personnes qui sont là. Donc on l'applique, mais on l'applique un peu bêtement. Donc il n'était pas hyper adéquat. Et puis les comptes rendus, j'en ai parlé. Des tâches administratives rébarbatives, et voilà, on a des comptes rendus, on a des... Même, vous voyez, ici c'est un petit exemple, mais c'est un fichier de produits, parce qu'avec les grossistes, on travaille aussi avec des grossistes, il faut un peu se palucher des fichiers Excel avec plein de prix. Quand vous le faites seul et que vous décidez de le faire, ça va. Quand vous commencez à vous mettre à 2, à 3 sur le fichier, ça commence à être un peu fatigant. Donc ce genre de choses commence à apparaître et on sent de la fatigue qui pointe. Et puis aussi, il faut travailler aussi les supports qu'on produit en fin d'atelier, parce qu'on a des grands ateliers coopératifs, collaboratifs. On en sort plein de matières. Ah, mais il faudrait qu'on fasse ci, un tiers-lieu, un ci, un machin. Et tout ça, il faut le travailler derrière, et c'est pas forcément suivi d'action non plus. Donc on est à la recherche aussi de coopérateurs, coopératrices, parce que le projet il est là, mais on veut que ça grandisse, donc c'est chouette.
Donc, alors j'ai une petite courbe là, mais rapide, mais on voit, ça c'est les foyers qui nous ont rejoints. Elle monte tout de suite parce qu'il y a de l'adhésion, et puis en fait, très vite, on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent, mais qui ne restent pas. Donc, schéma classique d'une association, on est une vingtaine, on va dire, et ça stagne. Et puis, un jour, on a ouvert les yeux. Donc, on a ouvert les yeux, on s'est dit, on va... En fait, il y avait quand même, on est revenu à la base, on s'était dit, enfin, en tout cas, moi, je m'étais dit, pour le coup, puisque j'ai lancé le projet, je veux créer un collectif, et puis, on prend un cap de départ, supermarché coopératif, certes, il faut bien lancer le truc, et à un moment donné, ce collectif, il va se dire, qu'est-ce que j'ai envie? Et ce moment est arrivé. Et donc on s'est dit, on va benchmarker des solutions existantes. Qu'est-ce qui est fait ailleurs dans les supermarchés, les épiceries citoyennes et ce genre de choses. Donc on a fait ce benchmark, et puis on est arrivé à trouver quelque chose qui nous plaisait. Et donc ce quelque chose, c'est ça. Ouais, voilà. Donc en fait, on a rencontré des gens d'une épicerie, enfin d'un réseau d'épiceries qui s'appelle Dionicop, et qui se trouve à Saint-Denis, en région parisienne. Et il y a quelqu'un même qui a eu la gentillesse de venir nous rencontrer, qui nous a raconté un peu leur démarche. Et on est sorti de là, c'était 1h30 à peu près de discussion, plus que de réunion. Et on est sorti, on s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on veut faire en fait. Il a beaucoup plus axé les choses sur les valeurs, sur ce qui nous réunissait, sur pourquoi on avait envie d'être là, et aussi tout ce qu'on n'avait pas besoin de faire, tout ce qu'on n'avait pas besoin de mettre en place. Et donc on a décidé, quasiment en sortant de cette réunion, de shifter complètement notre modèle. Donc on est passé d'un modèle type la cagette, qu'on a parlé tout à l'heure, au modèle Dionicop. On sait toujours pourquoi on est là. On veut toujours reprendre en main notre alimentation et surtout la rendre la plus accessible, la plus éco-responsable, la plus locale, etc. On veut toujours, bien sûr, que ce soit une épicerie non lucrative. Il faut qu'elle reste ouverte uniquement à ses membres. Mais par contre, pourquoi on prendrait de marge, en fait? Pourquoi les salariés, on ne va pas en avoir? On est dans un petit village, on est une petite épicerie. Et les investissements, on verra quand on aura des investissements. Dans un premier temps, on était effectivement chez moi, dans mon garage, on n'avait pas de charge, donc autant laisser ça pour après. Et la participation minimale obligatoire, pourquoi? Il y a des moments, où, tous dans la vie, il y a des moments où on est très dispo, il y a des moments où on n'est pas dispo, il y a des moments où je peux aider d'une manière, il y a des moments où j'ai envie de faire autre chose. Et pourquoi venir avec cette obligation? Donc il n'y a pas besoin, on la retire. Et là, on a vraiment, comme je dis, très rapidement décidé de faire les choses différemment, adopter ce modèle. Et ce modèle, il est très très simple à comprendre. Il est basé sur 4 piliers, on va dire. La vision commune, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'était pas compliqué. On l'avait tous et toutes, c'est ce qui nous avait réunis le premier jour. Les valeurs, encore une fois, on était tous d'accord sur les valeurs. Et là encore, je pense que Laurent on parlera après, ça peut être difficile à croire, mais on a perdu des personnes après être passé à ce modèle parce qu'ils ne voulaient pas d'un modèle aussi libre. Je crois que tu en parles un peu après. Un modèle économique simple, c'est-à-dire, comme je disais, on ne veut pas de marge, on n'a pas de salariés, ni tout de suite, ni après, et retirer, comme je disais, tout le superflu, on y reviendra après. Et pas énormément de règles. La première, c'est on veut réduire au minimum les lieux de pouvoir. C'est ce que Laurent expliquait tout à l'heure, qu'en fait, de manière involontaire, on a créé quand même des lieux de pouvoir, on a créé de la hiérarchie, on ne veut pas faire ça. On faisait de l'expérimentation, vu qu'on était agile, mais ça n'allait pas assez loin. On voulait pousser ce principe d'expérimentation. Et pour s'assurer quand même que ça marche, parce qu'on peut dire, ouais, mais imaginons que ça ne marche pas. Imaginons que les gens mettent de l'argent, etc., ou achètent des choses, les produits ne sont plus sur les étagères, disparaissent, comment on va le savoir? En fait, si on se rend compte un an après qu'il y a un problème, c'est trop tard. Donc, effectivement, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut choisir un KPI, un indicateur, qu'on va suivre. Nous, on a décidé de le suivre tous les trimestres, et qui va nous permettre de dire si ce KPI est bon, ça veut dire que le reste du système fonctionne. Et on n'a pas besoin de regarder, enfin, on n'a pas besoin d'ouvrir et de micromanager à l'intérieur pour se rendre compte que ça fonctionne. Et donc, on a mis une phrase ici qui est très intéressante de Jean-Claude Richard, qui est donc un des fondateurs de Dionicop. La liberté engendre une dynamique de responsabilité, parce qu'en fait, on aurait pu avoir peur. On aurait pu dire, mais en fait, si on enlève toutes les règles, si on enlève la participation et tout, pourquoi ça fonctionnerait, en fait? Les gens vont juste faire ce qu'ils veulent, ça va être n'importe quoi. Et en fait, pas du tout. Cette liberté-là engendre la responsabilité. Et pareil, parce que j'aime bien les exemples, je vais vous raconter juste une petite anecdote qui date d'il y a 2-3 semaines. J'étais en déplacement à Paris avec des anciens collègues, on dîne ensemble.
ils regardent la carte et leur premier réflexe, c'est de dire « Ok, j'ai 25 € de note de frais, qu'est-ce que je peux prendre qui rentre dans 25 €? » Et en fait, ils ne se sont pas dit « Qu'est-ce que j'ai envie de manger, quoi ?» Peut-être qu'ils avaient envie de manger un truc à 10 € parce qu'ils n'avaient pas faim. Non, parce qu'à ces règles-là, on va toujours essayer de jouer un peu avec les règles, d'essayer d'approcher, d'essayer de dire « Bon, bah, je me ferai pas avoir. » Et là, pour le coup, ça fonctionne vraiment très bien, quoi. On n'a pas de règles, donc chaque personne est responsable, chaque personne est, dans son âme et conscience peut prendre des décisions. Et après tout, vu qu'on est réunis pour la même mission, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc la vision commune, on la partage lors d'une réunion d'information. Ça peut paraître bête, mais en fait, cette réunion d'information, elle est essentielle dans le projet. La liberté qu'on offre à chacune et à chacun dans ce projet d'agir et d'entreprendre, elle fonctionne grâce à cette réunion d'information. Ça, c'est une astuce que nous a filé Diony Coop, le modèle d'épicerie de Saint-Denis. Donc dans cette réunion d'information, c'est simple, on partage la vision, on la rappelle pour ceux qui la connaissent déjà, on partage les valeurs que je vais vous détailler après, le fonctionnement dans les grandes lignes, mais dans les grandes lignes, après, l'avantage c'est que les personnes peuvent poser leurs questions, ça dure 1h30, on visite un peu l'épicerie, et au revoir, et c'est fini. L'avantage de ça, c'est que les personnes qui se sentent alignées vont décider ou pas d'intégrer l'épicerie, et celles qui ne sont pas du tout alignées avec ça, elles vont passer leur chemin, et ce sera terminé. Et ce sera très bien, parce qu'on évitera de faire perdre du temps à qui que ce soit. On peut prendre le parallèle aussi des fois avec la motivation des salariés. On peut se dire que quand on recrute des gens, pensons aussi peut-être à partager notre vision et nos valeurs quand on les recrute au-delà de l'aspect technique. S'assurer aussi que ces personnes qu'on va recruter vont être en phase avec notre entreprise. Peut-être, en tout cas, ça fait partie. Si l'entreprise a une raison d'être et des valeurs, voilà, c'est ce que je disais, partageons-les. En tout cas, nous, c'est central et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Ça permet de faire connaissance aussi. Et puis la personne qui vient, qui se dit « ça me plaît ce qu'on me dit là, ce que cette personne me raconte, j'y crois, j'ai envie de la vivre », quelque part, elle va passer un contrat moral avec elle-même. Elle va se dire en fait, ce qu'on me dit là, si je l'intègre, je suis grand, je suis responsable, je suis adulte, à moi de faire les choses convenablement dans ce contexte. Donc les valeurs, c'est la confiance, notamment. Alors là, j'ai mis des petites images d'action, mais si, parce que ce qui est important, c'est que nos valeurs, c'est le moteur de nos actions, en fait. C'est ça qui compte, c'est pas des process, c'est pas des organisations spécifiques, non, ce sont des valeurs vraiment qui font nos actions. Et la confiance, par exemple, la confiance, grâce à elle, vous enlevez des process. Nous, dans l'épicerie, par exemple, nous n'avons aucun contrôle sur ce que les gens achètent. Les gens viennent, ils prennent leurs produits, ils calculent leur addition, ils soustraient leur somme de leur fiche personnelle. En fait, ils ont une fiche créditée d'argent, on rentrera dans le détail s'il faut, mais ils ont une fiche prépayée en quelque sorte. Donc ils prennent leurs produits, ils font l'addition, ils la soustraient et au revoir. Donc il n'y a pas d'informatique et il n'y a pas de process. La responsabilité individuelle, ça c'est une des valeurs très fortes. La responsabilité individuelle, on se dit, vous rentrez dans ce magasin, vous rentrez dans cette expérience coopérative où il n'y a pas de gouvernance, où la prise de décision elle est complètement autogérée, c'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut dans l'épicerie, et vous êtes responsable. Exemple, si vous approvisionnez un produit, je ne sais pas moi, des cornichons, c'est mon cas, j'approvisionne des cornichons dans l'épicerie, je vais me débrouiller à gérer mon contact avec mon fournisseur, je vais me débrouiller à ce que mes produits arrivent convenablement, à ce qu'ils soient dans les rayons de l'épicerie convenablement, et puis aussi à gérer les DLC, les dates de consommation. Et aussi peut-être à les réapprovisionner. Et puis aussi, je peux me faire aider. Enfin voilà, il y a une autre valeur, c'est l'entraide. C'est pas parce qu'on peut agir à titre individuel qu'on va pas se faire aider. On est un collectif, on peut se faire aider. Et il faut se faire aider s'il y a besoin. Mais par contre, on reste responsable de son sujet. Et ça, c'est hyper important, cette responsabilité individuelle. On insiste énormément là-dessus. Le respect aussi, alors ça peut paraître bête, mais en fait, dans ce modèle-là, je le redis parce qu'on ne l'a peut-être pas très bien dit encore jusque-là, mais vraiment, il n'y a aucun organe de décision, il n'y a pas de bureau ou quoi que ce soit, on le redira un peu après, et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Vraiment, absolument tout le monde sans demander à qui que ce soit. Donc le respect, c'est aussi se dire que si Laïla, elle veut approvisionner des produits vrac, et que moi je considère que le vrac c'est compliqué et que l'hygiène ça va être compliqué, je respecte sa décision. C'est pas parce qu'elle veut faire ça que je vais aller l'approcher et lui dire « t'es sûr que tu veux faire ça quoi ?» Et puis c'est lié aussi au lâcher-prise. On insiste aussi vachement sur le lâcher-prise pour dire « ne soyons pas dans le contrôle en fait, laissons les autres faire, ils sont responsables, on peut leur faire confiance, c'est pas parce qu'ils prennent des décisions que ça va être une mauvaise, ça va être une mauvaise décision. » Et ça, je suis ému en fait à le dire, mais non mais c'est vrai que ça peut paraître bête, mais quand on prend ça en considération, c'est là que vos valeurs se mettent en action et vous libérez l'action.
Et ça aussi, ça peut être lié, quand on porte ces valeurs-là, bah voilà, en entreprise, si on parle de valeurs, si vous les portez et que ces valeurs elles sont vraiment là, il y aura certainement plus de motivation à venir au quotidien et à travailler parmi les salariés. Le business model, je vais aller très rapidement dessus parce que là il en a parlé un petit peu, mais le fait qu'il soit simple aussi. Alors on peut être en associatif et avoir un business model qui n'est pas le bon, on l'a dit, mais en entreprise c'est pareil, on peut avoir un mauvais business model sur notre produit, c'est possible. Essayer de trouver un business model qui est simple, il a été re-questionné pour nous, alors on ne l'a pas inventé mais on l'a re-questionné, nous permet aussi de nous abstraire de charges compliquées. Donc on a des charges de fonctionnement qui sont partagées, la location, des choses comme ça, l'électricité, etc. La trésorerie, elle est générée parce que les gens créditent leurs fiches à titre individuel. Donc si je mets 100 €, que Lala met 100 €, etc., tout ça, ça crédite un pot commun qui va nous permettre de travailler de manière collégiale. Et puis on n'a pas de marge. Bon, voilà, ça on l'a déjà dit, et ça par contre c'est bien. Donc en fait, et le fait qu'on puisse démarrer dans un garage, vous mettez 3 tables, des produits, etc., vous avez de la valeur tout de suite. Ce qui compte, c'est pas d'avoir une belle épicerie en fait. On s'en fout de ça, d'avoir une belle épicerie. Ce qui compte, c'est qu'on ait accès à des produits. Donc si vous avez un garage qui n'est pas nickel, mais vous avez des tables et que surtout vous n'avez pas de marge sur vos produits, vous allez avoir des produits super intéressants, super bons, et vous allez être super heureux. Donc si on parle un peu en time to market, on peut dire qu'il est très rapide. Le fonctionnement aussi, donc on voulait qu'il soit extrêmement simple. On a vu toutes les difficultés qu'il y avait au début, on en a parlé. Là, on ne voulait pas qu'il y ait de process préétabli. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de process, en fait. Ça veut juste dire qu'on ne passe pas des heures et des réunions à le mettre en place. Et le process existe quand il y a quelqu'un qui le propose. Donc quelqu'un peut proposer un process, et puis il existe si la plupart des personnes décident de le suivre. On a constaté que ça fonctionne quand c'était simple. Et on peut dire aussi qu'il arrêtera d'exister le jour où plus personne ne va le suivre, sans avoir de compte à rendre à personne. Et un exemple de ce process-là, c'est pour le nettoyage des frigos. Donc on a des frigos parce qu'on vend du fromage, du beurre, et on stocke des fruits et légumes aussi dedans occasionnellement. Mais voilà, au début, le frigo, c'était pas toujours propre, il y a des gens qui se plaignaient, etc. Jusqu'au jour où Laurent, du coup, a proposé ce fichier qui peut être... on peut penser ce qu'on veut, hein, il est moche, on peut penser ce qu'on veut d'Excel, mais il a eu le mérite d'exister. Donc Laurent, il n'a pas juste proposé, en fait, il l'a mis en place, il l'a rempli, il a mis une date où il était là, il l'a envoyé par mail à tout le monde. Ça aurait pu faire plouf, et il y a plein d'autres choses qui ont fait plouf. Mais il y a des gens qui sont emparés, il y a des gens qui sont remplis. Là, le screenshot, il date de quelques semaines. Il y avait déjà des gens inscrits jusqu'au 22 octobre. Et puis voilà, quoi. En fait, ça fonctionne. Et le jour où plus personne s'inscrira, ce process n'existera plus et quelqu'un d'autre peut-être proposera autre chose. Ou même avant, quelqu'un proposera de l'améliorer. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, parce que c'est simple à regarder, un planning de nettoyage de frigo, vous allez me dire c'est basique, on est d'accord, c'est basique. Mais en fait, on était déjà en autogestion, hein, on a les vieux démons qui nous rattrapent. Et l'hygiène, c'est machin, et c'est pas propre, et si, et les discussions, et comme ça. En fait, il y a des gens, ils parlaient, quoi. Ouais, ils ont besoin de parler, quoi. Ça leur fait peur aussi, quelque part, l'hygiène et tout, c'est normal. Mais ça parlait. Alors moi, je regarde ça de loin, je me dis, bon, on va regarder, puis s'il n'y a pas d'action, à un moment donné, je vais la faire, c'est pas grave, je vais tenter mon truc, on verra bien. J'avais une idée. Et le truc, c'est qu'en le tentant, j'ai rien dit à personne, en fait. J'ai pas dit, ça vous intéresse, un truc de fichier partagé? Non, je vais le faire, je vais le communiquer, et on verra bien. Et donc je l'ai fait et je l'ai expérimenté, j'ai dit on verra bien dans 1 mois ou 2 mois, je ferai des relevés et puis on verra si ça a été nettoyé ou pas. Et croyez-moi si vous voulez, mais le fait, j'ai rien demandé à personne parce que j'étais confiance en mon sujet, je l'ai fait, je l'ai partagé, les discussions se sont arrêtées et depuis on a des frigos propres toutes les 2 semaines. Et j'ai demandé à personne parce qu'on n'a pas d'organe de décision. J'ai pris ma responsabilité de lancer le sujet et je me suis responsabilisé pour le suivre et pour m'assurer qu'il ne serait pas fait en fait, mais juste m'assurer que l'expérimentation serait analysée à un moment donné. Et il y a des gens, et en fait ça c'est qu'un exemple, hein, mais c'est tout le temps comme ça en fait que ça se passe. Ouais, pareil, je vais aller super vite parce qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Donc la même chose pour les achats de produits, donc il faut des produits sur étagère et donc il faut décider de ce qu'on achète. Et en fait pareil, si on devait se réunir pour décider ce qu'on achète, il y aurait plein de discussions. Mais si j'achète un produit qui ne se vend pas et si la DLC arrive en avance et est-ce que j'ai le droit de vendre du vrac ou pas, pareil, tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, c'est simple. Si on veut acheter quelque chose, on l'achète, on la met sur étagère. Ça part ou ça part pas. Il y a une seule chose à vérifier, c'est est-ce qu'on a suffisamment de fonds. Et aujourd'hui, ça passe par un message à notre trésorier qui n'a pas besoin de savoir ce qu'on achète, en fait. Il a juste besoin de regarder la somme qu'on demande, regarder le compte en banque, savoir est-ce qu'on a assez d'argent ou est-ce qu'on n'a pas assez d'argent. Et oui, non, c'est fini. On l'a dit rapidement tout à l'heure, mais on a tout simplifié. On est passé donc d'une gestion de commandes sur un outil, parce qu'au début on voulait être à la pointe de la tech, etc. On avait trouvé un outil, mais on a tout réduit. Maintenant, c'est des fiches papier. Je mets de l'argent, je fais mes courses, je fais une petite addition avec ma petite calculette.
et je signe et je m'en vais. Personne ne va jamais regarder ma fiche. Voilà, je suis responsable de ce que j'ai acheté. L'expérimentation, on n'en faisait mais pas assez. En fait, et ça c'est vraiment un conseil tout bête, mais dans tout ce qu'on fait, dans nos entreprises aussi, si on dit on va expérimenter ça, je vous propose d'essayer, ça fait moins peur que on va faire ça. Et l'expérimentation peut durer 1 mois et on en discute après. Mais quand on dit aux gens on va faire ça, ou on va commencer à faire comme ça, ben, tout de suite ça fait peur et les gens commencent tout de suite à imaginer tous les cas possibles et imaginables qui ne sont pas encore produits, alors qu'en fait il suffit juste de changer de nom et en général ça se passe bien. Puis si ça se passe bien, on expérimente autre chose, quoi. Enfin, si ça se passe pas bien. Donc je vous ai raconté mon exemple de pain au début, donc je vous disais que ça s'est mal passé. Donc bref, je ne rentre pas dans les détails, mais à un moment on a dû rechoisir une nouvelle boulangerie. Et donc là, comme on était passé dans cette nouvelle vision, la personne qui voulait s'occuper de ça, les 3-4 boulangeries qu'on avait identifiées, elle a pris sa voiture, elle a fait le tour des boulangeries, elle a acheté 2 pains de chaque, elle les a amenés au local, elle a organisé une petite dégustation, elle a mis des petites fiches, donc on a tous et toutes noté, et à la fin, le lendemain, elle nous a fait un mail en disant voilà, c'est la boulangerie qui a gagné, en l'occurrence les Miches Rebelles au Beaux-Arts. Si jamais vous êtes de passage, leur pain est très bon. Et voilà, et c'était terminé. Là où avant, c'était plus qu'1 mois de discussion pour savoir ce qu'on allait acheter. Donc l'expérimentation, c'est vraiment très bien. Je reviens sur les lieux de pouvoir parce que c'est central. On parle d'expérimentation, souvent, même en entreprise, et souvent en entreprise d'ailleurs, on dit il faut expérimenter, et puis voilà, il faut expérimenter, allons-y. Sauf qu'on se rend compte que souvent expérimenter c'est compliqué parce qu'on peut toujours avoir des petits sons de cloche qui nous reviennent dans les oreilles. T'as pensé à ci, mais ça, etc. Et ça, il y a des personnes qui peuvent souvent mal les prendre et se limiter en fait. Donc, si on veut qu'en fait que cette autogestion prenne corps, qu'elle se mette à vivre et que ces expérimentations, ces valeurs fonctionnent, il faut complètement casser, mais je dis bien casser, les lieux de pouvoir. Il n'y a aucun organisme de décision, je vous l'ai dit. Ça fait bizarre, mais c'est ça qui est novateur aussi. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas de comité, il n'y a pas de groupe référent, il n'y a pas d'AG. Alors il y a un bureau, parce que légalement, il faut quand même une représentation légale aux yeux de l'État, c'est normal. Mais ce bureau, il ne sert à rien dans l'association. Et vraiment, il faut absolument casser tous les lieux de pouvoir. C'est hyper important. Parce que quand on fait ça, si quelque chose ne vous plaît pas, vous allez vous retourner à 360 degrés pour savoir sur qui taper, vous pourrez chercher longtemps. Limite, vous regardez vos pieds, puis vous vous dites c'est peut-être moi sur qui il faut taper. En fait, ce que ça génère, c'est qu'on ne se parle pas comme ça. Hein. Je vais dire des mots crus, mais c'est pas du tout comme ça qu'on se parle. Mais en fait, si quelque chose ne te convient pas dans l'épicerie, tu as plusieurs solutions. Soit tu vis avec, soit tu l'améliores, soit tu te tais en fait. On ne se parle pas comme ça. Mais cette liberté, encore une fois, elle engendre la responsabilité et la prise d'initiative et l'action pure. Au-delà des réunions et des réunionites qu'on connaît, là, on n'a que de l'action. Et encore une fois, si quelque chose ne va pas, ça n'empêche pas d'aller voir Laïla pour en parler. Et surtout, tout ce qui peut être fait, tout ce qui est fait peut être défait. Si quelqu'un demain trouve que mon planning de frigo, ça ne lui plaît pas, il peut proposer autre chose. Et à moi, avec mon lâcher-prise, je réinsiste sur le lâcher-prise, à moi de me dire, écoute, c'est pas grave, si mon ego il est un petit peu touché, je vais le mettre de côté, et puis je le laisse faire, et puis ça va être mieux, ou je l'aiderai. Et donc tout ça, ça change vraiment la logique par rapport à l'entité. Voilà. Après, toujours dans les lieux de pouvoir, ce qu'il faut quand même dire, pour un petit exemple, ils me font marrer avec leur truc, là, couper leur comté, mais il ne faut pas non plus être bisounours, c'est-à-dire que quand vous cassez tous vos lieux de pouvoir, il faut bien être conscient qu'il peut y avoir des prises de pouvoir informelles qui se recréent. Si des gens demain veulent prendre du pouvoir sur les autres, c'est tout à fait possible, puisqu'il n'y aura aucun organe pour aller leur dire ou leur mettre des limites. C'est possible et c'est humain. Mais comme on insiste sur nos valeurs à la réunion d'information, à l'entrée, et qu'on se les rappelle constamment, en fait, ça tasse les choses. Et ça n'arrive pas. Malgré tout. Ouais, malgré tout, il reste ce qu'on considère, nous, être encore un lieu de pouvoir. On n'a pas mis tout de suite ce que c'est pour peut-être... Il y en a peut-être qui ont deviné ce que c'est. Mais ouais, vas-y, tu peux montrer. C'est l'utilisation de Discord. Vous l'avez peut-être vu sur les screenshots qu'on a mis. C'est un lieu de pouvoir dans le sens où en fait tout le monde n'est pas sur Discord. Donc il y a à la fois le problème de certaines personnes qui disent que c'est compliqué. Enfin,
à tort ou à raison, hein, mais en tout cas qui ont du mal à installer Discord, à rentrer dedans, d'autres qui veulent juste pas installer un nouvel outil, etc. On a une communication officielle par mail, mais quand même c'est super pratique. Donc voilà, ça c'est ce genre de discussion qu'on a encore. Quelqu'un qui a les droits d'administration, par exemple, certaines personnes ici que je ne citerai pas, peut expérimenter de couper Discord et voir ce qui se passe. Ça me titille des fois. Pour l'instant, il ne le fait pas. Pour l'instant, il ne le fait pas. Mais voilà, on sent quand même que les gens qui sont sur Discord sont beaucoup plus informés que les autres. Mais en même temps, on a un peu peur qu'il y ait trop d'informations par mail. Mais en même temps, suite aussi à notre discussion en préparant ici, est-ce que passer que par mail, ça n'enlèverait pas une bonne partie des messages qui sont encore superflus et on n'irait pas directement au but? Donc voilà, ça fait partie des sujets qu'on a encore aujourd'hui, on n'arrive pas à nous décider et il faut peut-être juste que quelqu'un un jour dise allez stop pour que ça fonctionne. Et là on parle de pouvoir informel, on s'en rend pas compte en fait qu'on prend du pouvoir sur les autres à ce moment-là. On voit ça comme un outil, quelque chose de bien. Un autre exemple de pouvoir informel, moi ça m'était arrivé, je vais faire bref pour aller vite, mais quelqu'un veut approvisionner de la bière, j'approvisionne aussi de la bière, et je voulais faire bien en disant, on a peu de place, donc on avait mis un peu une rotation avec 2-3 autres personnes. Et je lui dis, ok, attends peut-être un petit peu, comme ça on fait une rotation aussi et tout ça. Mais en fait, quelque part, j'ai pris un peu le pouvoir sur cette personne. Pourquoi je lui dis d'attendre, en fait, je peux lui faire confiance en fait, elle va se débrouiller, si elle voit qu'il n'y a pas de place, il n'y a aucun problème. Mais naturellement, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, attends peut-être que voilà. Et là, j'ai quelque part fait une prise de pouvoir sur elle en fait. C'est très très subtil un peu, mais c'est là où ça opère, quoi. On va accélérer un tout petit peu. Ouais, on va accélérer, mais je vous disais tout à l'heure, par contre c'est important quand même de savoir si ça fonctionne. Nous, dans notre exemple, c'est pas très compliqué, on surveille les comptes une fois par trimestre. Il y a une dizaine de personnes qui viennent à l'épicerie pendant 2 heures, qui calculent la valeur de tout ce qu'il y a sur les étagères, qui comparent ça avec les comptes en banque. Très important, ils ne regardent pas les fiches des gens, donc ils ne vérifient pas est-ce que quelqu'un s'est trompé, est-ce que quelqu'un a oublié un zéro. Non, on vérifie juste que ce qu'on vend correspond à ce qu'on récupère comme argent. Et ça fait 3 ans qu'on le fait, l'exercice, ça fait 3 ans que ça fonctionne bien. Donc à partir de là, on n'a pas besoin de rajouter des choses. Peut-être le jour où cet exercice montrera des choses qui vont mal, des défaillances, là on rajoutera peut-être des choses. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas besoin d'y penser parce que ça fonctionne. Et pareil, juste pour faire le parallèle avec nos entreprises où on a souvent beaucoup de reporting, beaucoup de KPI, beaucoup etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tous en fait trouver juste un indicateur qui soit assez global, qui nous donne assez confiance, qui donne assez confiance au management aussi pour dire ça c'est bon, ça marche, c'est plutôt positif, je leur fais confiance. Et ça éviterait peut-être du micromanagement et beaucoup de reporting sur des fichiers qui ne sont pas lus, qui sont juste stockés, envoyés plus haut et plus haut et plus haut, et on ne sait pas ce que ça donne. Ouais, hyper vite. Donc, on a eu des effets qui se coulent, c'est-à-dire des choses qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'aurait pas pu décréter, mais on s'est rendu compte. Première chose, c'est la répartition des tâches. Comme je vous ai montré au tout début, on aurait pu se dire ouais, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut et chacune. Donc, les tâches les plus chiantes, pardon l'expression, mais les tâches les plus chiantes, personne ne voudra les faire en fait. Mais en fait, pas du tout. Parce que chacun sa sensibilité, chacun ce qu'il a envie de faire. Moi, je n'irai jamais nettoyer le frigo, par exemple, parce que j'ai horreur de ça. Mais voilà, il y a des gens qui ont envie de faire une action seule, qui ont envie de se retrouver tout seul à l'épicerie, un peu de musique sur les oreilles, et ils ont l'impression de contribuer comme ça. Il y a d'autres personnes, par contre, ils veulent discuter et ils vont aller ouvrir les créneaux, discuter, expliquer, etc. Donc, en fait, on s'est vraiment rendu compte que par l'autonomisation, par le fait que ça soit simple, par le fait aussi de... Tout est transparent, donc on sait quand une tâche n'est pas faite, on sait quand un frigo peut ne pas être nettoyé, on sait quand un créneau n'est pas ouvert, et comme on est tous et toutes responsables, on va aller s'inscrire. Et surtout, qu'il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire si demain je décide d'aller nettoyer le frigo, ça ne veut pas dire que je le nettoyerai chaque semaine, donc je peux décider ça cette semaine, et puis après je pars pour 6 mois, et je reviendrai 6 mois après. Donc ça, c'est ce qui pousse à faire les choses. Et très rapidement là-dessus, parce qu'on n'a pas de stats, on n'a pas de trucs, mais bon, on a quand même des fichiers par-ci par-là sur qui s'inscrit, machin. J'ai quand même essayé de sortir des chiffres pour voir, en fait, parce que c'est quand même la question qu'on nous pose souvent, mais la répartition, super, ça va être toujours les mêmes. À retenir, là, en gros, il y a ceux qui approvisionnent des produits, il y a ceux qui nettoient des frigos, et il y a ceux qui font des permanences, qui ouvrent l'épicerie, mais en fait, il y a plein d'autres tâches qui ne sont pas répertoriées ici. Ce que j'ai pu répertorier est représenté ici, il y a au moins un foyer sur 2 qui fait une action dans la crèmerie. Au moins 1 sur 2. Et je parle bien de foyer, je ne sais même pas dans le foyer qui fait quoi. Et je vous assure qu'il y a encore plein de tâches qui ne sont pas représentées ici. Donc c'est assez intéressant de voir que le travail se répartit. Au niveau de l'auto-organisation aussi, c'est pareil. On pourrait se dire, mais ça va être le bordel.
Eh bien oui, on peut se dire ça, forcément. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que tout s'est organisé, tout s'autogérait, parce qu'on se fait confiance, on est responsable. Par exemple, ici, c'était notre nouveau local qu'on avait reçu à l'EHPAD. Il fallait déménager, enfin, je vais faire très bref, mais il fallait déménager un 14 juillet, machin et tout, c'était tout un bins. Aucune réunion, quoi que ce soit, de l'action, les gens se sont mis vite fait, certains sur des tâches, enfin, ils ont géré le truc, ils ont tout monté. Je dis il à droite à gauche, ça s'est fait, et à la fin on avait des rayons montés organisés. Et au quotidien c'est ça, des gens approvisionnent des produits, ils les rangent, c'est pas le bordel, c'est pas pousse-toi là que je m'y mette, tout s'organise et tout s'autogère parce qu'on partage des valeurs et parce qu'on a une vision commune. Bon voilà, des petites images, on a les maraîchers, des agrumes et des trucs, des frigos, enfin bref, je vais plus vite. Et puis au-delà de l'effet bisounours, pour partager des petites choses, alors voilà, ça c'est pour dire que c'est pas parfait, il n'y a pas de monde parfait avec cette organisation, on ne peut pas dire qu'elle est parfaite. Par contre, elle est très simple et elle est très efficace, on n'est pas dans le superflu. Et bon voilà, il y a des fromages pourris des fois. Là, ça, c'est le livreur d'agrumes de Sicile qui a eu des pannes. Bon, on l'a aidé, c'était cool. Et puis après, on avait la banane, enfin bref. Mais par contre, je voudrais vous partager quelques chiffres pour continuer. Ça, c'est le nombre de foyers adhérents. Jusqu'ici, tout à l'heure, on en avait parlé, c'était sur le premier modèle. On stagnait, c'était compliqué, ça ne marchait pas. Dès qu'on est passé en autogestion, on a changé de modèle, on a arrêté les réunions, ben voilà, le modèle économique aussi était re-questionné, tout était re-questionné. Ça n'a fait que monter et ça ne s'arrête pas de monter. Et il n'y a pas de désengagement, pratiquement pas. Alors, ma courbe en rouge, ça représente le nombre de réunions qu'on faisait. Elle est un peu... voilà. Hein. Mais bon, elle est quand même représentative dans le sens où ça a démarré très vite, beaucoup de réunions, ça a stagné pendant un an. Pendant un an, beaucoup de réunions. Et par contre, là, j'insiste, et j'insiste fortement, c'est que le jour où on a décidé de passer en autogestion, on ne s'est pas dit on va faire un sas de décompression. On s'est dit stop, on arrête, on passe en autogestion, parce que c'était clair et limpide pour tout le monde. Donc ça a eu un mur effet, on s'est mis à respirer, et pour les raisons que je vous ai évoquées avant, modèle économique et tout est parti. Si on regarde le chiffre, alors le volume d'achat, on parle en volume d'achat parce qu'on achète, on ne met pas de marge, parlons en volume d'achat. Vous voyez les adhérents, vous voyez les courbes en kilo-euros, enfin en milliers d'euros en dessous. Là, c'est le début de l'exercice, donc ça retombe et ça redémarre. Vous pouvez voir que les adhérents font grimper la courbe de volume d'achat. Donc ils ne sont pas là pour le plaisir, ils ne sont pas là pour la beauté du chiffre, dire je suis présent. En fait, non. Le chiffre d'affaires, le volume d'achat, augmente avec. Rapidement, la première année, on l'a mis en place, on a fait 64 000 euros. Cette année, officiellement, on a fait 154 000 euros de volume d'achat. L'année prochaine, on projette 250 000 euros avec ce modèle à la confiance. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on répartit cette répartition de volume d'achat. Si on avait voulu la calculer, on ne l'aurait pas faite. Aujourd'hui, on a 54% de notre volume d'achat qui se fait auprès de production locale, 30% de grossistes et 15% de production éloignée. Et beaucoup de bio. Alors, on a mis supérieur à 90%, mais voilà. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si on s'était mis des objectifs chiffrés il y a 2 ans pour dire on veut faire ça, je mettrais mes 2 mains à couper, mais bien les 2 mains, parce que je sais que je vais les garder, que ça ne serait pas passé comme ça. Et donc, pour insister un petit peu plus lourdement sur les chiffres, mais parce que j'aime bien ça, on est 155 foyers, on a un local de 25 mètres carrés. Il est très petit. On a 0 réunion, je vous assure, on a 0 réunion. On approche 66 fournisseurs, la répartition de volume de produits locaux que je vous ai dit, 54%, le bio. Et on fait 154 000 euros de volume d'achat, encore une fois, sans charte, sans objectif, sans hiérarchie, sans contrôle, avec une vision partagée et surtout des valeurs communes. Et c'est hyper important de le souligner. Ouais, et rapidement pour finir, parce que bon, l'objectif c'était aussi de faire le lien avec notre vie professionnelle, moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi agile que, en fait, depuis le jour où on s'est dit on arrête tout ce qu'on pensait être l'agilité avant. En fait, on n'a jamais été aussi agile et avec des personnes, on a dit, qui sont très éloignées de l'agilité, des personnes âgées, comme je disais, des gens qui sont très très loin de la tech, etc. Et c'était intéressant de faire un peu le parallèle avec le manifeste agile. Donc le manifeste agile nous dit construisez les projets à partir de personnes motivées. C'est ce que Laurent rappelait tout à l'heure. C'est super important que tout le monde partage la même vision. Il y a des personnes en fait qui ne sont pas capables d'exprimer par exemple la vision de leur entreprise. Peut-être parce qu'il y a des entreprises qui soit n'en ont pas, soit la communiquent mal, mais c'est super important que ce soit à la première étape du recrutement, partager cette vision-là. C'est ce qui donne en fait du sens aussi au travail de chacun et chacune. Un rythme soutenable, privilégier la simplicité, je vais hyper vite, livrer les solutions qui apportent de la valeur, c'est ce qu'on a essayé de faire au final en fait, en faisant le plus simple possible, en avançant petit à petit et en expérimentant. Je vais vite parce que sinon Élie ne va pas être contre.
Voilà, après, ça, c'est des concepts agiles. Avant, on était sur le manifeste, mais si on prend des concepts agiles, éviter le superflu qu'on entend souvent, il n'y en a pas de réunion et pas ou peu de process. Là, je veux dire, en termes de superflu, c'est bon, c'est balayé et ça va vite. Satisfaction client, qui est un mot qu'on entend souvent, nous, on peut le traduire par le fait qu'on n'a pas de désengagement. Vraiment, les gens sont là, ils participent et il n'y a pas de désengagement. Et accroître la productivité, c'est aussi, en fait, c'est un peu le fondement de l'agilité. Comment être plus productif, c'est ça qu'on cherche. Et ben nous, on se rend compte qu'on a de plus en plus de personnes, on a de plus en plus de produits, et on travaille de moins en moins. Voilà, c'est ça qui se passe. Quelques petits takeaways. Ouais, on va finir juste par une dernière slide qui va reprendre pas mal de choses. Je voulais juste un tout petit peu rajouter juste un petit exemple. Je vois Kelly vraiment me dit que c'est la fin, mais je vais aller vite. Un petit exemple pareil qui me parle parce que je l'ai vécu dans mon entreprise. On organise un séminaire et il y a 4 chantiers où les gens de l'entreprise doivent chacun aller s'inscrire à un chantier pour pouvoir réfléchir. Et en fait, on est donc en comité de direction et la proposition c'est on va inscrire des gens sur des ateliers. Et moi, surtout quand on préparait tout ça, je dis en fait, pourquoi on inscrirait les gens sur les ateliers? Chacun s'inscrit où il veut. Oui, mais imagine que tous les gens aillent choisir les mêmes sujets. Oui, mais du coup, c'est super intéressant. En fait, les sujets qui ont personne, peut-être qu'on apprendra quelque chose de ça. Si on apprend que ces sujets ne sont pas intéressants, peut-être on peut faire quelque chose. Soit on les abandonne, soit s'ils sont importants, peut-être qu'on peut les expliquer, on peut donner la vision derrière, etc. Et en parlant à Laurent pendant qu'on préparait ça, en plus il m'a dit, mais ça veut dire qu'en fait, c'est quand même super infantilisant. C'est aussi dire que les salariés ne vont pas choisir un sujet juste parce qu'il n'est pas intéressant. Mais si le sujet est important pour l'entreprise et que les gens voient qu'il n'y a personne dessus, ils vont aller naturellement. Donc en fait, voilà, ça m'a fait le lien entre tout ce qu'on s'est dit et je me suis dit, en fait, ce qu'on vit quand même à l'épicerie, c'est vachement relié à ce qu'on fait dans l'entreprise et on va aller hyper vite là-dessus. On peut les passer. On va les passer. Juste une dernière, j'aurais bien aimé parler juste de celle-là rapidement, mais c'est dans ce modèle simple où il y a la liberté qui est en place, avec les valeurs, on rappelle ces valeurs pour gérer les conflits. S'il y a des conflits qui apparaissent, on le vit nous, quand ça apparaît, on rappelle les valeurs et en fait les personnes trouvent des process simples pour les contourner et ça s'arrête. Ouais, et je rajoute sur les tout derniers, parce qu'on n'en a pas parlé, la transparence par défaut. Vraiment, la transparence, on le voit, on a parlé de Slack, par exemple, les Discord qui est un lieu pour nous. Moi, dans mon entreprise, je fais la chasse aux gens qui se parlent en Slack, en privé ou en Discord. Il n'y a pas besoin de se parler en privé, sauf quand c'est confidentiel, mais une information qui se rapporte au projet, qui se rapporte à l'entreprise, en fait, elle peut être partagée avec tout le monde, chacun prend où il veut, et c'est des informations qui seront utiles aux autres après. Et aussi donner du sens. Pour les développeurs, je ne sais pas si la plupart des gens sont développeurs ici, mais les développeurs doivent pas être cloisonnés dans un rôle de développeur, les PO dans un rôle de développeur, les UX, les PO, etc., vous m'avez compris. Mais il faut qu'on trouve du sens à ce qu'on fait, et ça va aussi en rencontrant les clients, en participant aux ateliers et en apprenant des uns des autres. Donc voilà, on va super vite, mais... si ça vous intéresse pour aller plus loin, il y a Diony Coop a fait un livre, alors c'est sur les épiceries, certes, mais ça exprime la simplicité du modèle, c'est un petit bouquin, c'est très bien, c'est pratico-pratique et c'est intéressant si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, ça vous donne un peu plus de clés. Merci beaucoup encore.